Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre émission Sur la Brèche. Sur la Brèche, ce soir, monsieur Guy-Olivier Ouedraogo, secrétaire général de la Confédération syndicale burkinabé CSB. Bonsoir, monsieur Ouedraogo. Oui, bonsoir. Et merci pour votre disponibilité. Donc, vous êtes professeur technique à la Société nationale d'électricité du Burkina, Sonabel. Vous êtes titulaire d'un certificat technique d'enseignement professionnel obtenu à Abidjan, en Côte d'Ivoire en 1990, d'un diplôme d'ingénieur des travaux informatiques obtenu en 2008, d'un certificat supérieur en relation de travail obtenu en 2010. Alors quand on regarde, on voit que vous êtes rentré très tôt dans le monde professionnel, notamment donc dans le milieu de la technique au niveau de la Sonabel. Alors expliquez-nous, parce que déjà en 83, vous commencez à la Sonabel, vous aviez 22 ans à l'époque, pour ne pas trahir votre âge. Voilà, qu'est-ce qui explique si tôt que vous quittiez donc les bancs pour vous retrouver comme ça à la Sonabel en tant que technicien? Bien, je dirais que je me suis retrouvé à la Sonabel eu égard à certaines circonstances que, bon, je peux évoquer, qui étaient dues peut-être à certaines turbulences scolaires et autres, qui m'a amené effectivement, quand j'étais en première, à passer le concours de la Sonabel. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé dans leur centre de formation. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous étiez turbulent? Rentrez dans le... Dites-nous ce qui s'est passé. En réalité, j'ai été recruté très tôt. J'avais déjà un peu, je crois, la fibre de leader. J'ai été détecté par certains courants qui animaient la vie politique burkinabé en son temps. Et dès l'âge de 17 ans, je faisais partie déjà de la Ligue patriotique du développement, de la Ligue patriotique, la LIPAD, et qui effectivement était un appendice du Parti africain de l'indépendance, le PAI. Et bon, on était plus dans l'agitation politique révolutionnaire. Et voilà un peu ça. Vous vouliez chambouler tout. Donc, on nous disait que c'est ce qu'il fallait faire. Et effectivement aussi, cet engagement aussi m'a amené à des embrouilles un peu avec ma propre famille et tout. Et c'est sur un coup de tête que je me suis dit, eh ben, je vais voler de mes propres ailes. Et puis bon, je suis parti. J'ai passé le concours de la Sonabel et j'ai été premier au concours et c'est comme ça que je suis rentré au centre de formation. Mais ces embrouilles, ça se traduisait par quoi à l'école? Bon, c'est sûr qu'on ne travaillait plus assez. On passait plus le temps à Paspanga, à lire un peu, malgré notre jeune âge, voilà, le manifeste du Parti communiste, la révolution, et de temps en temps on était au centre culturel soviétique, où on regardait les films, voilà, de la grande Union soviétique, donc on ne rêvait que de révolution. Et cela était quand même, avec le recul, si je pense bien, c'est pas aussi compatible avec un jeune esprit que nous étions avec les études. Est-ce que vous regrettez? Non, je regrette absolument rien. Honnêtement, je ne regrette absolument rien. J'ai beaucoup appris et tout ce que j'ai appris me sert aujourd'hui. Et vraiment, je ne regrette absolument rien parce que entre temps j'ai pu me rattraper dans la vie. Donc vraiment, je ne regrette absolument rien. Et ça a été une école magnifique pour moi parce qu'aujourd'hui, quand je regarde certaines choses, je me rends compte que je les ai déjà vécues. Mais pourquoi vous n'êtes pas entré en politique alors? Non, je suis pas entré en politique. Je suis resté au niveau du syndicalisme. Principalement pour deux raisons. La première raison, je ne sais pas, mon papa m'a dit une fois, ne fais jamais de la politique. Je ne sais pas pourquoi, et avec le recul et avec l'âge, j'ai peut-être compris pourquoi il me l'avait dit. Peut-être que je suis quelqu'un qui aime trop dire ce que je pense. Je crois beaucoup à ce que je pense et j'agis en fonction de ce que je pense. Est-ce que vous pensez que pour faire la politique, il faut... Et peut-être que c'est un peu difficile, parfois en politique,
de rester totalement fidèle à ses idées. Et je comprends souvent aussi les politiciens, c'est pas aussi simple que ça. En matière de politique, il faut se dire que l'art de gérer au niveau de la politique amène souvent à des compromissions et autres. Et il faut le reconnaître que si tu ne veux souvent pas te renier, il est extrêmement difficile de faire de la politique. Alors, M. Ouedraogo, en 83, donc, vous entrez à la Sonabel, oui. En tant que technicien, jeune technicien. Oui. À l'époque déjà, parce que là, c'est une carrière de technicien, oui. alors que vous veniez de l'enseignement général, voilà, est-ce que c'était pas déjà, parce qu'à l'époque, faire de la technique, c'était pas forcément le destin, en tout cas, auquel beaucoup de jeunes rêvaient. On avait plutôt envie de rentrer dans le bureau tranquille, avec une mallette. Voilà, ça faisait plus beau, disons. Non, je vous ai dit que ça vous tentait vraiment. Non, je suis allé sur un coup de tête. Honnêtement, je préfère vous le dire. Mais une fois que j'ai été là-dedans, vraiment, j'ai été très passionné. Honnêtement, j'ai été très passionné et vraiment, il faut reconnaître que ça a été un coup de dé, mais vraiment, je ne sais pas d'où c'est venu. Mais en tout cas, voilà, en croyant, je me dis que ça vient de Dieu. Et je pense que Dieu a très bien fait les choses, honnêtement. En tout cas, vous gravissez des échelons jusqu'à donc ce concours qui vous amène à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Oui. En tout cas, pour parfaire votre formation. Oui. Voilà, à l'époque, voilà, en quoi consistait votre travail, dites-nous. Bon, à l'époque, quand je suis rentré à la Sonabel, j'étais agent de maintenance. Je m'occupais de la production. J'ai été d'abord affecté à Tougon. Et après ça, on m'a promu chef d'équipe au niveau de Wayouya. Et c'est de là-bas que j'ai fait le concours. En réalité, notre travail, c'était surtout la maintenance des systèmes de production qui étaient composés de moteurs diesel et tout ce qui était électricité, système électrique accompagnant effectivement les moteurs diesel pour pouvoir produire, distribuer l'énergie et autres. Donc, c'était surtout la maintenance. Et la maintenance préventive, la maintenance curative, et bien on s'occupait de ça. Et c'était bien, puisque c'est une société d'État, c'est sûr que c'était mieux payé que les fonctionnaires ordinaires, disons. Bon, vous savez, à l'époque, on ne se posait pas ce genre de questions. Aussi mystérieux que cela puisse paraître, et on était plus passionnés par ce que nous faisions. Ça, c'est réel, on ne se comparait pas à d'autres. C'est vrai qu'on côtoyait des fonctionnaires, tout et autres, mais vraiment, on n'avait pas voilà, de se comparer aux autres, tout. Chacun faisait son travail de son côté, voilà. Et puis, voilà, on se retrouvait le soir pour jouer au football. Parfois, les week-ends, on se retrouvait pour jouer aux cartes et tout. Mais on se préoccupait tellement de savoir qui était qui, combien gagnait l'autre, tout. On ne se préoccupait pas trop, honnêtement. Mais à l'époque, l'électricité, c'était pour, entre griffes, c'était pour les privilégiés, disons. Bon, il faut se dire que nous sommes rentrés au moment où il y avait quand même un effort au niveau du pays. On venait d'électrifier pratiquement certains grands centres. Voilà, quand je parle de Touga, à l'époque, il y avait eu Wayouya, Kaya et autres qui venaient d'avoir de l'électricité, qu'on appelait communément le projet danois. Donc, nous sommes rentrés au moment où, effectivement, la politique était d'extendre l'électricité, d'amener l'électricité au niveau des populations. C'était surtout, voilà, cette préoccupation. M. Ouedraogo, on va évoquer la question même de la promotion de l'enseignement technique au Burkina. Vous êtes un technicien aujourd'hui, vous êtes un formateur au niveau de la Sonabel. Alors qu'au Burkina, on a eu l'impression pendant longtemps que l'enseignement technique a été quelque peu oublié. Et même que ceux qui s'y engageaient n'étaient pas forcément bien vus. On a l'impression que c'est quand ça n'allait pas trop dans l'enseignement général qu'on y atterrissait. Est-ce que cette vision-là n'a pas été un handicap pour notre pays? Bon, je crois qu'il faut remonter à plus loin que ça. Ça a été un handicap au niveau de la majorité des pays francophones. Parce que comment la colonisation française s'y est prise pour que nous soyons dans cet état par rapport à la colonisation anglaise, il faut beaucoup se poser des questions.
mais c'était un retard constaté au niveau des francophones par rapport aux anglophones. Mais comme je l'ai dit, c'est dommage, parce que c'est de par là, effectivement, qu'on amorce le développement. On a beau développer théoriquement toutes les idées, les façons de construire des sociétés, de tout ce qui s'ensuit, il faut se dire que, comme je l'ai toujours dit, le tigre ne prône pas sa tigritude, il bondit. Quel que soit le système que vous allez rêver, capitaliste, socialiste, tout ce qui s'ensuit en Europe, il faut se dire que c'est l'industrialisation qui a propulsé l'Europe au rang, effectivement, voilà, les pays des Blancs en général, si on veut le dire, c'est ce qui les a amenés à dominer le monde. C'est la technique, c'est la maîtrise de la technique qui les a amenés à dominer le monde, quel que soit le système qu'ils ont réfléchi. Et on voit aujourd'hui la Chine, elle s'impose par sa maîtrise technologique des choses. Est-ce que vous pensez que dès l'origine, c'était une volonté du colon peut-être de nous maintenir dans une certaine situation? Bon, je ne sais pas le pourquoi, mais les Français aussi, vous m'excusez, ne sont pas aussi brillants sur ce plan. Quand vous prenez les Allemands, ils sont extrêmement efficaces et sur le plan technologique. Et aussi, il faut reconnaître que les Anglais, avec James Watt, qui a créé la machine à vapeur, avaient été pratiquement ceux qui ont été les premiers dans l'industrialisation et autres. Donc, l'un dans l'autre, je dirais que la France a donné au monde la Déclaration universelle des droits de l'homme, et l'Angleterre a donné au monde la machine à vapeur, la révolution à travers James Watt. Donc, dès le départ, vous pouvez tirer un peu les conclusions. Alors, Monsieur Drago, aujourd'hui, comme vous l'avez dit, il est clair qu'on ne peut se développer sans, en tout cas, des techniciens très bien formés. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que la prise de conscience est générale et qu'aujourd'hui, véritablement, la vision est véritablement de faire de la technique donc une priorité au Burkina? Bon, je pense que la volonté y est. Ça commence à se manifester. Bon, on crée des centres de formation, on crée des lycées professionnels, on crée des lycées techniques et autres. Mais je crois que le problème il faut reconnaître comment faire la socialisation de l'industrialisation. C'est une question extrêmement complexe parce qu'il faudrait que tous ces techniciens puissent trouver des débouchés, que tous ces techniciens puissent travailler effectivement dans l'industrie et pour que aussi nous, en tant que société, nous consommons ces produits industriels et que nous ayons foi à notre industrie. Que l'industrie nous apporte quelque chose. C'est justement ça la question. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne met pas un peu la charrue avant le bœuf, parce que bon, c'est le serpent qui se mord la queue, parce que s'il y a beaucoup de jeunes qui se forment aujourd'hui dans des domaines techniques et qu'à la sortie, ils doivent se résoudre peut-être à revenir donner des cours, est-ce que ce n'est pas un problème? Bien, il faut distinguer deux niveaux de la formation technique. Il y a la formation technique qui est destinée effectivement à la mise en place et à la construction des infrastructures et tout ce qui s'ensuit. Ce dont nous avons besoin, ce qu'on appelle déjà les moyens, les facteurs de production. Il faut effectivement mettre en place des facteurs de production, de l'électricité moins chère, des routes qui sont accessibles, de la téléphonie moins chère et autres là-dedans, ces facteurs de production, de l'eau et tout. Donc effectivement, on en a besoin de beaucoup de techniciens pour effectivement contribuer à la mise en place de ces facteurs de production. Maintenant, une fois que ces facteurs de production sont mis en place, effectivement, ça va attirer des investisseurs. L'industrie va naître. Maintenant, effectivement, il y a deux niveaux. Si l'industrie naît, qu'est-ce que nous faisons de cette industrie? Il faut être clair. Si l'industrie est destinée à l'exportation et que nous avons les coûts les plus bas, nous exporterons. Si nous n'avons pas les coûts les plus bas, dans un premier temps, il faudrait que nous comptons sur la consommation nationale. Donc cette industrie doit répondre justement à un besoin de notre population. Mais on a ce problème aujourd'hui, les fleurons de l'industrie aujourd'hui sont dans le creux de la vague.
Quand vous prenez la Socico, vous prenez SAP Olympique, on peut les citer, hein, la SM Citec, on a beaucoup d'industries comme ça, qui sont des fleurons, mais aujourd'hui, qui ont besoin d'un coup de pouce parce que ça ne va pas trop. Mais bien sûr, c'est ce que nous parlons effectivement de comment faire effectivement pour que l'industrie réponde aux besoins de la société, que la société effectivement sache effectivement que ces industries-là sont un plus pour eux. Quand vous entendez les Burkinabés crier « nos enfants n'ont pas du travail, les enfants n'ont pas du travail », et ils partent payer du sucre venant de Chine, dont ils ne connaissent même pas la composition, que pour le dissoudre dans l'eau, il a besoin d'un marteau. Donc, alors que nous avons le bon sucre bio, qui est bien pour notre santé de Socico, il faut se dire qu'il y a un travail, voilà, pour que même les gens sachent la qualité de ce que nous produisons. Non. Le sucre peut être moins cher venant de Chine dans un premier temps, mais ta santé n'a pas de prix. Elle n'a pas de prix. Aujourd'hui, tout le monde reconnaît que l'huile Citec a très peu de cholestérol. Voilà. C'est maintenant aux acteurs de faire de telle sorte à ce qu'effectivement les propriétés de cette huile soient connues, et même dans un premier temps, comme l'a fait l'Occident, il faudrait apporter des subventions, il faudrait aider, il faudrait donner des coups de pouce. C'est pas sorcier. Ça s'est fait aussi dans beaucoup de pays. C'est illégal, il y a des règles quand même de la sous-région de l'UEMOA et autres qui est liée donc à la concurrence, à la libre concurrence, qui font que l'État ne peut pas, voilà. Bien sûr. Quand certains ont atteint certains niveaux, ils ont édité des règles pour que d'autres ne deviennent pas comme eux. C'est aussi simple que ça. Ces règles sont connues. Mais est-ce qu'eux se sont développés par ces règles? Ils ont eu tout le temps, voilà, de protéger leur économie, d'éduquer leur population. Aujourd'hui encore, en France, vous arrivez en France, un fleuron en train de s'écrouler, on met de l'argent. Vous avez vu comment on a sauvé l'industrie automobile aux États-Unis et autres. On y met de l'argent. Voilà. Et vous allez en France, un Français, quand il veut payer une voiture, hein, il est plutôt tenté à prendre les marques françaises. Hein. C'est connu. Mais cette culture ne s'est pas faite du jour au lendemain. Voilà, c'est vrai. Bon, on nous a fait adopter des règles qui aujourd'hui sont très problématiques. Mais je ne désespère pas que petit à petit, voilà, on comprendra à travers l'intégration, à travers pas mal de choses, pour faire des pôles très puissants. Et avec ces pôles, nous allons essayer quand même de casser certaines chaînes, sinon on ne s'en sortira pas. Alors, on va évoquer à présent votre engagement. Oui. Vous êtes aujourd'hui, comme je l'ai dit, secrétaire général de la Confédération syndicale burkinabé, CSB. Vous avez expliqué un peu l'origine de cet engagement. Oui. La Ligue patriotique de développement, la LIPAT. Voilà, exactement. Oui. Mais après donc ces déboires, vous auriez pu vous ranger tranquillement. On a l'impression que partout vous êtes, vous êtes un agitateur. Bon, de ce côté, oui, et puis je m'accommode très mal de l'injustice. Je préfère le dire, je m'accommode très mal de l'injustice. Donc, arrivé à la Sonabel, honnêtement, nous avons constaté certaines injustices en son temps. Voilà, et ces injustices ont fondé effectivement mon engagement syndical. Et mon engagement syndical s'est fait aussi dans un syndicat qui, à l'époque aussi, avait des accointances avec le PAI, qui est la Confédération syndicale burkinabé, dont son représentant à la Sonabel était le syndicat des techniciens ouvriers voltaïques en son temps, devenu burkinabé. Vous n'aviez pas de crainte parce que quand même, votre engagement venait de vous valoir des déboires. Qui jusqu'à vous obliger sur un coup de tête à faire ce concours pour entrer à la Sonabel. Est-ce que c'était pas plus sage à l'époque de se tenir à carreau quand on sait que même au niveau de la famille, cet engagement posait problème? Non, je suis né comme ça, je m'accommode mal de l'injustice et quand je vois certaines injustices, j'ai tendance à m'engager pour corriger les choses et autres. Et mon engagement très jeune, à 17 ans, est venu effectivement de ce que j'ai en moi
et qui est vraiment de lutter toujours contre l'injustice. Je vais vous raconter une anecdote qui m'a amené à vraiment m'engager dans le courant révolutionnaire et autres. Et j'étais chez un tuteur, et c'est à Passepanga, je reconnais toujours la cour dans laquelle j'étais. Et puis, c'était une année où il n'avait pas très bien plu, il y avait la famine et tout. Et il y a un monsieur qui est venu, qui vendait des cordes. Les cordes qu'on utilisait effectivement pour puiser l'eau. Et personne ne voulait acheter ces cordes, mais il y a une femme de la cour, il y avait plusieurs maisons, il a demandé du tout pour manger et la femme lui a sorti le tout. Le tout était, il y avait déjà la moisissure qui était sur le tout et tout. Et quand même le monsieur s'est mis à manger ce tout avec la moisissure. Bon, j'ai regardé ça, ça m'a choqué, je ne sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé, j'ai commencé à verser des larmes. Et c'est resté comme ça en moi. J'ai dit, je ne veux pas voir ça dans mon pays, tout et autres. Et c'est très jeune que ce choc-là me foudroyait. Et depuis lors, j'ai toujours cette image dans ma tête. Voilà. En tout cas, aujourd'hui, vous êtes donc secrétaire général de la CSP, qui fait partie aujourd'hui de la coalition des syndicats libres et indépendants du Burkina. On a envie de vous demander libre et indépendant par rapport à quoi? Non, c'est aussi simple ça. Même quand vous lisez la Déclaration universelle des droits de l'homme, nous sommes tous libres et égaux. Nous naissons libres et égaux en droit et en devoir. On n'a pas besoin de donc la liberté, les syndicats se constituent librement et autres. Il faut quand même le rappeler que la liberté, quand même, c'est un droit fondamental de l'être humain. Maintenant, l'indépendance, il faut la conquérir à tout moment. Et c'est là qui est un peu complexe. Voilà, l'indépendance. Comment effectivement rester indépendant. Et là aussi, il faut se battre. Parce que nous avons tous quitté le giron de nos papas, tout et autres là pour voler de notre propre zèle. Parce que l'indépendance aussi est une grande valeur qu'il faut, et puis aussi il faut le maintenir constamment. Donc il ne suffit pas de naître libre, il faut aussi conquérir son indépendance. Donc voilà pourquoi nous parlons de syndicats libres et indépendants. Et justement, quand vous dites libre et indépendant, quand on sait qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, le mouvement syndical burkinabé est traversé aussi par des courants. Oui. Et on l'a vu, le moins qu'on peut se dire, c'est que souvent vous n'êtes pas toujours sur la même longueur d'onde avec d'autres mouvements syndicaux. On l'a vu au sein de l'unité d'action syndicale. Oui. Voilà des divisions qui se sont affichées à la conférence sur la remise à plat des rémunérations. On l'a vu encore plus récemment en septembre avec donc, en tout cas, le mouvement. L'appel, en tout cas à la manifestation, la journée de protestation lancée par l'UAS pour dénoncer la gestion chaotique du pays. Vous êtes démarqué, en tout cas, de tout cela. Dites-nous quel est le problème, parce qu'au-delà de... Est-ce que c'est un problème idéologique? Qu'est-ce qui vous divise? Vous avez déjà la réponse. C'est purement une question idéologique. Vous avez deux grands courants qui sont nés du syndicalisme depuis la nuit des temps. Les débats se sont passés pratiquement en 1862. C'était la première internationale à Londres avec Karl Marx et autres. Bon, et quelque temps après, vous savez que la première internationale n'a pas tenu. Il y a eu la deuxième internationale qui s'est tenue en France, sous l'égide de Friedrich Engels. Je crois bien, si ma mémoire ne me trompe pas, c'était en 1889. Et là aussi, bon, quelque temps après, la deuxième internationale est partie en lambeaux. C'est dire que depuis l'industrialisation et depuis la théorisation de la lutte de classe par Karl Marx, à travers voilà, son approche scientifique de la lutte de classe et autres, bon, contrairement à ceux qui avaient une approche purement utopique. Donc, ça a créé pas mal de problèmes. C'est vrai qu'au début, beaucoup de travailleurs y croyaient, mais certains quand même, avec le temps, se disaient, est-ce que vraiment, voilà, la classe ouvrière qui, voilà, d'une manière ou d'une autre, écrase la classe bourgeoise, accapare des outils de production, évolue jusqu'à la société sans classe. Est-ce qu'il ne serait pas mieux
de prôner plutôt le fait que ces classes-là peuvent quand même s'entendre et s'asseoir, discuter et s'entendre quand même sur un minimum. Donc c'est un peu le courant réformiste qui était effectivement né du courant révolutionnaire, qui était le courant authentique en réalité de la classe ouvrière. Donc on verra effectivement que de par leur pratique, ceux qui sont du courant révolutionnaire ont leur manière de faire, ceux aussi qui sont du courant réformiste ont leur manière de faire. Vous êtes des réformistes? Nous sommes des réformistes, nous sommes du courant réformiste. Vous n'êtes pas de la ligne des rouges? Non, bon, la ligne des rouges, ça ce sont des couleurs. Mais en réalité, qu'est-ce qui différencie ces deux courants? Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. C'est parce que tout simplement, le courant réformiste accepte d'une manière ou d'une autre le libéralisme politique. Ils se disent qu'en réalité, bon, le choix des dirigeants d'une nation ou autre incombe avant tout au peuple. Et cette concurrence qui se passe entre les partis politiques pour que voilà, le peuple les élise ou pas, on trouve ça normal. Et toutes les libertés qui accompagnent en réalité le libéralisme politique ne dérange pas trop. Du reste, même ceux qui se disent révolutionnaires profitent de ces libertés d'association, de ces libertés d'expression et tout ce qui s'ensuit. Maintenant, nous avons un problème au niveau du libéralisme économique communément appelé le capitalisme. Et effectivement, le capitalisme pose problème. C'est une exploitation. Et il faut la réformer. Il faut la réformer et il faut la réformer. Et notre base, c'est la protection sociale et autres. Bon, contrairement aux révolutionnaires qui souvent n'acceptent pas le côté même du libéralisme politique. Mais veulent estiment que le combat des rouges, c'est plus contre le système que pour l'amélioration des conditions de vie. Mais c'est normal, parce qu'en réalité, nous l'avons été. La Confédération syndicale voltaïque en son temps a été un syndicat, une confédération qui pratiquait le syndicalisme révolutionnaire. C'est normal, je vous ai dit l'approche révolutionnaire, ce que c'est. En réalité, on ne s'accommode pas du système du libéralisme politique. On appelle plus à une révolution. Voilà. Donc, c'est pratiquement... On a vu toutes ces divisions donc, qui se sont, voilà, qui ont été affichées à ces occasions majeures dont j'ai parlé. Aujourd'hui, quels sont les rapports de Guy Olivier Ouedraogo, par exemple, avec Mbassol Mabadji? Non, il n'y a pas de... Pour moi, il n'y a aucun problème. Chacun se comprend. Quand nous disons que nous allons à la conférence, c'est aussi simple que ça. Ça répond à certaines de nos valeurs. Voilà. Nous luttons contre l'injustice sociale. Et entre autres, l'iniquité salariale est une injustice sociale. Est-ce que vous avez regardé aujourd'hui le ratio entre le salaire le moins élevé et le salaire le plus élevé au Burkina Faso? Il est de 3 fois, parfois un peu plus, de ce qui se passe en Europe. Mais cette inéquité salariale, est-ce qu'elle est viable? Elle n'est pas viable. Mais il faut trouver des moyens pour réformer le système en douceur, pour que chacun gagne son compte, pour qu'on puisse établir les choses, rétablir les choses. Aujourd'hui, est-ce que vous croyez encore en cette initiative de la remise à plat des salaires? Est-ce que vous y croyez encore? Mais vous savez, nous sommes vraiment très rassurés que tôt ou tard cela se fera. La preuve, si vous suivez les conclusions du dialogue politique, lisez les conclusions. Tous les partis politiques, sans exception, appellent à revenir sur le système de rémunération que nous avons revu. Une des conférences de presse de l'opposition, ils en ont parlé. La majorité, tout récemment, qui s'est réunie à Bobo face au Premier ministre, qu'est-ce qu'ils ont dit? Chacun a suivi. Ça veut dire que dans la vie, parfois, il ne faut pas avoir raison trop tôt. Voilà, c'est tout ce qui nous est arrivé. Et nous ne démordons pas. Je vous ai dit le ratio aujourd'hui, je ne vais pas le dire ici sur ce plateau, parce que ça va créer un scandale. Mais est-ce que cette conférence a été un échec? Non, je ne pense pas que cette conférence a été un échec. Il y a eu une incompréhension entre ceux qui sont partis à la conférence.
on a fait un très bon travail. Et nous sommes sortis de la conférence, nous n'avons touché au salaire de personne. Et aussi surprenant que cela a paru pour certaines personnes, c'est que cette conférence même devait, d'une manière ou d'une autre, améliorer les salaires de certains agents publics de l'État. L'incompréhension qu'il y a eu, c'est que le gouvernement, de manière cavalière, a pris des décisions qui sont contraires aux décisions de la conférence, sans s'en référer à ceux qui étaient à la conférence avec eux. Surtout que l'objectif c'était de finir avec le cas par cas. Et ça a créé la bruit. Effectivement, c'était en finir avec le cas par cas. Mais le cas par cas, on ne s'en sortira pas. Vous allez vous retrouver encore à aggraver les iniquités. Tandis que les travailleurs qui ont une capacité de nuisance plus élevée que d'autres se verront servir du caviar. Et d'autres n'auront même pas, je ne sais quoi, un pain sec. Voilà là où on s'acheminait. Pour nous, les réformistes, mais c'est grave. Cette situation est inacceptable. Mais quand du côté du gouvernement, on dit que, en tout cas, le processus n'est pas abandonné et que, en tout cas, tous les messages qui ont été véhiculés, c'est que le processus n'a pas été abandonné. Est-ce que vous y croyez encore? Bon, je ne suis pas quelqu'un qui parle en matière de croire. Je veux bien voir. Puisque le gouvernement dit que ce n'est pas abandonné, le gouvernement travaille là-dessus, je veux bien voir, c'est tout. Je ne peux être qu'un saint Thomas d'Aquin dans cette affaire. Voir pour croire. Voilà. En tout cas, de tout cela, ce que je peux dire, c'est que certains ont vu en vous des syndicats un peu trop conciliants avec le gouvernement. En tout cas, certains estiment que vous êtes... Non, c'est l'action du syndicalisme réformiste qui veut que la grève soit et notre dernière arme. Ceux qui le disent ne savent même pas de quoi ils parlent. Ce n'est pas une compromission. Notre confédération, nous sommes allés plusieurs fois en grève. Quand les routiers vont en grève, les routiers sont affiliés à quelle confédération? C'est la confédération syndicale burkinabé. Nos camarades de la culture sont allés plusieurs fois en grève. Tout récemment, au niveau de l'aviation civile, il y avait un préavis de grève. Mais le syndicat unique de la météorologie et de l'aviation civile est affilié à la confédération syndicale burkinabé. Mais nous n'utilisons pas la grève de la même manière. C'est une arme de dernière vraiment chose. Ce n'est pas de la compromission. Voilà, par contre, et dans certaines idéologies, il est conseillé d'utiliser effectivement la grève générale, surtout pour atteindre certaines fins. Donc, c'est une question d'approche. Nous négocions quand c'est possible, et effectivement aussi, quand c'est pas possible, on se bat. C'est notre slogan, négocier quand c'est possible, se battre quand c'est nécessaire. Monsieur Ouédraogo, il y a eu donc cette semaine la suspension du mot d'ordre de grève des syndicats de la santé suite à l'intervention du médiateur, et cela après près de 6 mois d'un mouvement qui a perturbé le secteur de la santé avec des conséquences vraiment néfastes. Déjà cette levée du mot d'ordre, comment cette suspension, disons, comment vous l'appréciez? On ne peut que saluer quand il y a des accords, quand le dialogue aboutit et qu'on arrive effectivement à faire la paix des braves. Parce qu'effectivement, suspendre ne veut pas dire qu'on arrête les négociations. On donne plus de chance à la négociation pour arriver sûrement à des résultats plus probants. Donc pour moi, effectivement, surtout dans le contexte burkinabé aujourd'hui, je ne peux que saluer mes camarades dont je comprends la justesse de la lutte, d'avoir sûrement dans un sens mu plus ou moins par une fibre patriotique, d'avoir procédé à la suspension de cette grève. Et beaucoup estiment que cette suspension devait intervenir depuis, parce que beaucoup estiment qu'on est allé trop loin, parce que 6 mois dans un secteur aussi sensible que l'offre de santé, pour vous, est-ce que c'est les syndicats qui sont des extrémistes ou est-ce que c'est le gouvernement qui ne fait pas entre griffes son travail? Non, le dossier est extrêmement complexe. Il faut se dire que le dossier de la santé est un dossier extrêmement complexe. De gros, on ne peut pas dire un tel à ça, un tel à ça.
Non, c'est un dossier complexe sur lequel les différents acteurs sont engagés. Et il est sûr et certain que quand le dossier est très complexe, on peut arriver à des luttes qui sont extrêmement dures. C'est surtout la complexité du dossier, voilà, qui est, je pense, qui a été à la base de tout ce temps de lutte extrêmement dure, qui malheureusement vraiment a créé un grand tort à la population burkinabé. Et comme je le dis, aujourd'hui, cette suspension, pour moi, doit permettre effectivement de continuer une négociation de manière plus sereine. Mais de toutes les façons, cette lutte a donné l'impression également quand même à l'opinion et d'une manière générale à certains citoyens que en fait leurs intérêts ne comptent pas parce que dans cette lutte, les victimes, ce sont les citoyens ordinaires, les citoyens lambda, dans les hameaux, dans les villages. On a vu des manifestations à Bobo-Dioulasso, des gens qui, en tout cas, dénoncent et l'attitude du gouvernement et l'attitude des syndicats, parce que ces gens-là se sentent aujourd'hui comme des laissés pour compte dans cette affaire. Est-ce que ce n'est pas vraiment quelque chose de préjudiciable à l'image même de la lutte? Non, bon, vraiment, je comprends. Je comprends le sentiment des populations, je comprends, c'est dramatique. Quand effectivement cela arrive au niveau du secteur de la santé, où des vies sont en jeu. Mais je pense quand même que nos camarades, d'une manière ou d'une autre, assuraient quand même un service essentiel. Voilà, c'était pas quand même totalement... Voilà, ils essayaient quand même d'une manière d'assurer certains services, c'est d'autres qui n'assuraient pas. Bon, donc, parce que c'est un secteur très sensible et c'est ce qu'on appelle les services essentiels. Même quand vous êtes en mouvement, il faut effectivement assurer un service minimum pour permettre aux choses de pouvoir fonctionner. C'est vrai que la santé parfois ne s'accommode pas de services minimum. Mais c'est aussi un des axes que nous avons exploré lors de la conférence dont les gens ne parlent pas. Parce que pourquoi dans les autres pays, personne ne se pose la question, ceux qui nous ont amené le syndicalisme, ceux qui nous ont amené la fonction publique et autres, vous ne voyez pas tout le temps les fonctionnaires en grève pour réclamer des augmentations de salaire, de ceci, cela. La France même qui bat les records des grèves, souvent quand ils descendent, c'est surtout leurs conditions de travail. Ce n'est pas les conditions de rémunération. Parce que là-bas, il y a des calculs savants qui ont été faits et qui permettent effectivement d'améliorer les conditions de vie des agents publics de l'État en fonction de l'inflation et en fonction effectivement de la croissance économique. Parce qu'une nation ne peut pas donner, une nation ne peut pas donner plus que ce qu'elle produit. Pourquoi depuis la nuit des temps, nos gouvernants n'ont pas exploré cette façon de faire, de travailler effectivement avec les syndicats, pour s'entendre sur des coefficients et tout ce qui s'ensuit qui nous permettent effectivement de sortir de ces systèmes de cas par cas où c'est ceux qui ont les capacités de nuisance les plus élevées qui seront les mieux servis. Voilà. Donc il est facile parfois de dire oui, les syndicats c'est ceci, cela, mais on peut poser aussi cette question au gouvernement. Pourquoi depuis les programmes de modernisation de l'administration et tout ce qui s'ensuit, personne n'y a pensé? Ok. Toujours est-il que depuis, en tout cas, un certain temps, depuis le début pratiquement, 2015 jusqu'à maintenant, 2016 jusqu'à maintenant, en tout cas selon les statistiques, on a eu des périodes aussi agitées sur le front social. Qu'est-ce qui explique selon vous tout cela? Dans le cas de la majorité, par exemple, certains y voient des visées même politiques. Non, je ne crois pas. J'ai toujours rejeté cette idée de visée politique. C'est l'inéquité salariale qui a été d'une manière ou d'une autre renforcée par le fait effectivement que, voilà, il faut appeler un chat et le chat, le corps de la magistrature a eu une amélioration substantielle de ses conditions de vie. Et les autres corps, en le voyant, effectivement aussi, voilà, se sont lancés dans des luttes pour d'une manière ou d'une autre améliorer aussi, et aussi substantiellement leurs conditions de vie. Et on a ouvert la boîte de Pandore avec les magistrats. Bon, ce que voulez-vous, il fallait passer à tout le monde. Et quand ça a été fait, effectivement, il fallait rapidement réunir tout le monde pour dire c'est fait.
Mais voilà ce que nous pouvons faire pour vous, mais même si nous ne pouvons pas le faire tout de suite, nous pouvons le faire pour peut-être 1, 2 ou 3 ans. Et c'est ce que nous on a prôné dès le début. Nous avons dit qu'il ne faut pas faire l'approche au cas par cas. Dès le début, nous nous sommes démarqués de l'approche au cas par cas. Le gouvernement a fait son approche au cas par cas. Et c'est eux qui se sont rendus compte en tant que ça ne marchait pas. Et on est revenu à la conférence pour avoir une approche harmonisée. Encore là aussi, il y a eu un couac. Donc, il est clair que, voilà. Et vous savez, hein, on est dans le syndicalisme il y a longtemps. Depuis 1999, quand on a créé l'unité d'action syndicale, la question salariale se règle tranquillement au niveau de l'UAS. C'est là-bas qu'en toute intelligence, on gérait un peu les problèmes d'augmentation de salaire, parfois surtout de baisse d'impôts, tout pour améliorer les conditions de vie des travailleurs. Et aussi par l'acquis de certains avantages. Ce n'était pas sectoriel. Voilà, mais à partir de là, bon, les luttes sectorielles se sont développées. Chacun a créé, des syndicats se sont créés uniquement pour ça. Hein. Il ne faut pas qu'on se les cache. Il faut appeler un chat un chat. Donc, que voulez-vous? Voilà. Monsieur Ouédraogo, on va évoquer à présent donc l'actualité. Oui. L'actualité très triste au Burkina Faso. Après donc cette attaque d'un convoi de la mine de Semafo, la mine de Bungu, qui s'est soldée par au moins 38 morts ainsi que des blessés et des disparus. Déjà, comment vous avez vécu ce triste événement? De manière très tragique. Si je vous dis que j'ai dormi la nuit, j'ai menti. Ce sont des camarades qui ont subi cette attaque. C'est des travailleurs comme nous. Et vraiment, ça a été beaucoup traumatisant pour moi. Donc, je profite de présenter mes condoléances aux familles attristées et un prompt rétablissement aux blessés. Pour moi, c'est une grande tragédie. Et on travaille pour gagner sa vie, on ne travaille pas pour la perdre. Voilà. C'est en tout cas une attaque la plus meurtrière que le pays a subie depuis donc, la première attaque en janvier 2016. On peut parler d'un véritable massacre parce que les victimes sont des travailleurs, des civils, comme vous l'avez dit tantôt. Comment on peut comprendre, si tant est qu'on peut comprendre, quel peut être le dessein qui se cache derrière un tel... Non, c'est une grande tragédie. Et connaissant le cynisme et la barbarie dont fait preuve le terrorisme dans tous les pays du monde, parce que quand on voit des gens jeter des avions sur des tours et autres pour créer des milliers de morts, c'est la même logique. Hein. Tirer sur des cadres de travailleurs, c'est rien pour eux. Voilà. C'est des gens qui ont des mépris pour la vie humaine. Ce sont des gens qui ont un mépris pour notre organisation sociale. Ce sont des gens qui ont du mépris même pour Dieu dont ils invoquent pour pouvoir effectivement perpétrer ces actes barbares et vraiment inqualifiables. Donc, c'est de la destruction de notre pays qu'il s'agit et on ne peut pas ajouter autre chose. Il n'y a aucune cause qui peut... Justifier un tel comportement, non. Rien ne peut justifier cette barbarie. Rien, absolument rien. Voilà. Alors, M. Ouédraogo, on a vu donc le président donc, qui s'est exprimé également, qui a eu une adresse à la nation et qui appelle une fois de plus à l'union sacrée. C'est un appel, en tout cas, qu'il a renouvelé pratiquement dans toutes ses adresses ces derniers mois, ces dernières années. Il y a toujours cet appel à l'unité des Burkinabés, des fils et des filles du Burkina. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que les gens ont compris l'impérieuse nécessité justement de cette union? On dit que ce que vous n'apprenez pas par la sagesse, vous allez l'apprendre par la souffrance. Peut-être que le président est présentement de mieux en mieux compris. C'est ce qu'on dit toujours. Voilà. Et aujourd'hui, dès le début, il fallait le savoir. C'est tous les Burkinabés qui doivent s'engager dans la lutte contre le terrorisme. Parce que le terrorisme, il ne dit pas tu es de telle casquette, tu es ceci, cela, pour te tuer. Non.
Ils tuent des Burkinabés, point. Êtes-vous de ceux qui pensent que les divergences politiques doivent se taire dans ce contexte? L'union sacrée est plus que nécessaire. Les divergences politiques, c'est pourquoi? C'est pour briguer, voilà, le vote des Burkinabés, pour être éventuellement la magistrature suprême ou pour gérer les choses de ce pays. C'est parce qu'il existe un pays. Il n'y a plus de pays. Tes divergences sont où? Tu es pour faire aller à une campagne, je ne sais où, mitraille ta 4x4 où tu sautes sur une mine. Tes divergences sont où? Tu vas aller poursuivre les divergences là dans l'au-delà. Du reste, personne n'y est revenu pour dire là-bas si on fait des campagnes politiques. Donc, pour moi, il faudrait d'une manière ou d'une autre. Et nous avons nos divergences. Est-ce que c'est valable pour les syndicats? Oui, nous avons... Non. Pour moi, c'est valable pour les syndicats. Cette unité? C'est valable pour les syndicats. Il faudrait effectivement que nous puissions privilégier le dialogue en cette période et éviter effectivement les actions dures. Voilà, les actions qui fragilisent notre pays. Nous devons accentuer le dialogue. Et ça doit être compris autant du côté du syndicat qu'autant du gouvernement. Accentuer ce dialogue veut dire régler nos problèmes sans pour autant avoir recours à certaines pratiques. Et le gouvernement aussi doit nous aider dans ça. Il ne faut pas que le gouvernement profite de ça aussi pour faire la sourde oreille. C'est en ça effectivement qu'on sentira que l'union sacrée là est une réalité. Voilà. Et en tout cas jusqu'à demain, je pense que cette union sacrée est plus que nécessaire. Et ça a été une des recommandations du panel que nous avons tenu. Et le 16 octobre, voilà, il y a 2 semaines de ça. On va y revenir. Dans le message du président également, il y a quand même, en tout cas ce recrutement annoncé de volontaires dans les zones menacées. Voilà pour, en tout cas, appuyer la lutte contre l'expansion justement de ces terroristes-là. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative? Elle se justifie. Elle se justifie par le fait, même sur le plan militaire, qu'il faut augmenter la dissuasion. La dissuasion est très nécessaire sur le plan militaire. Et cet appel à des volontaires va augmenter d'un cran notre puissance de dissuasion. C'est extrêmement nécessaire. Deuxièmement, je ne suis pas un expert militaire, mais regardez les pays qui sont tout le temps confrontés au terrorisme, comme Israël. C'est le pays où il y a le plus de réservistes et autres. Et pour peu qu'ils soient en guerre, ils font appel à leurs réservistes. Et toute la population israélienne d'ailleurs a été formée pour avoir des réflexes purement militaires pour protéger leur nation. Il faut qu'on s'organise parce qu'on revient de loin. À notre temps, il n'existait pas uniquement l'armée que vous voyez, l'armée régulière en tant que telle. Nous, à 20 ans, on nous envoyait au GIFAR de Bobo pour faire la formation. On appelait ça le contingent spécial. Et nous étions des réservistes. Le service national de développement. Voilà, qui est devenu le service national de développement. Et c'était des réservistes. Quand il y a un coup dur, l'armée régulière est là, mais les réservistes sont en second plan pour protéger effectivement aussi les côtés hautes de l'armée régulière qui se bat. Dans le cas de notre pays, beaucoup estiment déjà que ce n'est pas une initiative sans risque. Parce que sur le terrain, on a déjà des conflits communautaires également qui sont là malheureusement. Et est-ce que des gens ne peuvent pas profiter également de cela pour régler des comptes, auquel cas on se retrouverait dans une situation encore plus difficile? Personnellement, nous avons parlé de conscription. La conscription permet à des volontaires de venir dans l'armée, de se soumettre à la discipline de l'armée, de se former, d'être encadrés et d'agir effectivement et sous l'œil vigilant des officiers et autres de l'armée. Donc je pense que tout l'encadrement nécessaire sera fait pour qu'effectivement ces volontaires-là puissent accomplir leur mission, voilà, et que nous puissions recouvrir notre paix le plus rapidement possible.
Il est inacceptable que de laisser 2 à 3 personnes sur une moto venir tirer dans un marché sur des gens comme ça, les tuer comme des lapins et puis repartir. Qui peut accepter ça? Honnêtement, qui peut accepter ça? Parce que si aujourd'hui, on n'encadre pas ces volontaires, il est à craindre justement que des milices ne se créent comme ça, des armes circulant partout, autant eux, ces terroristes peuvent avoir des armes, et donc on ne peut pas sous-estimer l'intelligence de notre peuple. Les populations aussi peuvent s'armer. Et en ce temps, ce que vous craignez là, c'est ce qui va se passer. Donc il faut savoir anticiper. Monsieur Drago, vous avez parlé du panel donc, que vous avez tenu. Oui. Et vous avez appelé à un effort de guerre parce que la mobilisation elle est importante en termes de personnel, mais également il faut des moyens. Et vous suggérez donc une contribution volontaire, si je ne m'abuse, à cet effort de guerre. De quoi il s'agit exactement? Non, mais quand même, c'est étonnant. Vous vous rappelez que pour jouer au football ici, on a crié sur les toits, contribution, tout, pour jouer au football. Maintenant, pour nous défendre, on ne sait plus comment on fait. Alors que la guerre a besoin de ressources. Est-ce qu'il faut tout le temps se balader, je ne sais où, pour chercher ces ressources? Qu'est-ce que nos parents nous ont appris? Ou qu'est-ce que tous les peuples du monde savent? Si on te lave le dos, là, tu vas au moins la face. Ça, c'est le minimum. Ça va chercher dans la culture, dans notre culture. Concrètement, c'est quoi? Dans les salaires, on prélève ou ça consiste? Ça consiste seulement à ouvrir dans tous les services et autres, là, bon, des caisses et autres, qui permettent à ceux qui veulent contribuer de pouvoir contribuer. Ça, c'est pour ceux qui travaillent. Mais à tous les niveaux, à tous les échelons. Vous croyez que les grandes nations peuvent gagner des guerres sans que leurs industriels et autres ne soient impliqués? Vous connaissez l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Hitler et puis les grandes firmes qui ont construit le matériel de guerre allemand à l'espace de 4 ans. Ce sont les industriels, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Nous avons dit, nous ici, on n'a pas l'industrie, mais nous pouvons contribuer. Nous avons pris un exemple. 1000 francs par travailleur, par mois. Nous sommes 600 000 travailleurs du formel. Je ne parle pas de l'informel. Ça fait 600 millions. Public, 200 000. Privé, 400 000. Mais, ça fait 600 millions. En 10 mois, ça fait 6 milliards. C'est quand même pas peu. Ces volontaires, il faudrait les habiller, il faudrait les former, il faudrait les doter d'armes. Et encore, j'ajoute, ce que notre culture, nos grands-parents nous ont dit, si tu dors sur la nappe d'autrui, tu dors à terre. Mais nous sommes dans une démocratie, dans un pays de liberté, on ne peut pas aller prélever l'argent de... On n'a pas de prélever. Volontaire, ça veut dire que c'est toi qui donnes. Nous sommes dans un pays de liberté, mais ce que nous oublions beaucoup, c'est d'où nous venons. C'est ce que j'ai dit. L'unité que nous avons oubliée. Qu'est-ce que nos grands-parents nous ont dit? Nous oublions que vous consommez. Un seul doigt ne ramasse pas la farine. La solidarité. Ça, quand la pluie vous bat, ne vous battez pas. C'est-à-dire que quand des lianes voraces entourent un bâtard, il faut vite le show parce qu'un jour c'est un prince que ça va prendre. Vous croyez que ces volontaires-là, qui veut les armes? C'est nous. Et je préfère que ce soit ainsi. Que quand les terroristes vont recevoir des balles, qu'ils savent que ces balles-là viennent de nous. C'est cela qui sera notre fierté. Voilà. Alors, M. Drago, dans cette lutte contre le terrorisme, il y a donc cette initiative, le G5 Sahel, depuis donc des années, le G5 Sahel qui a été donc mis en place. Cette semaine, il y a eu encore une rencontre des ministres du G5 Sahel à Ouagadougou. Malgré tout, on voit que le terrorisme, en tout cas, continue de gagner du terrain dans la plupart de ces pays, excepté peut-être la Mauritanie. Est-ce que vous y croyez aujourd'hui, le G5 Sahel?
Non, je crois plus au peuple. C'est au peuple avant tout d'assurer sa propre défense. Voilà. Et si des gens veulent nous aider, ils n'ont qu'à nous aider sur ce que nous-mêmes nous voulons et ce que nous définissons. Mais aller nous asseoir pour définir les choses pour nous, ça s'est fait pour nos développements. Où on en est aujourd'hui, honnêtement. Donc on est en train encore, ça me fait rire. Bon, pour moi, vraiment, je n'y crois pas trop. Je ne sais pas, hein, je n'y crois pas trop. Voilà. Quand même 5 pays qui se mettent ensemble, des grands bailleurs qui annoncent des contributions à hauteur de milliards. Ça pourrait être quand même la panacée, n'est-ce pas, monsieur Bravo? Donnez vos 1000 francs par mois et vous verrez qu'il y aura des milliards. On n'aura pas besoin d'aller là-bas. Donnez vos 1000 francs par mois. C'est le prix d'une Beaufort. D'autres en boivent 3, 4, 5 chaque soir. On leur demande seulement une Beaufort par mois. Et puis ils verront qu'il y aura des milliards. On a besoin d'aller chercher ces milliards-là. Pourquoi? Honnêtement, si nous on le fait, l'informel qui va 4 millions, 5 millions, même si c'est 500 francs par mois, les industriels qui sont là, les grands commerçants qui sont là, aujourd'hui, voilà. Parce qu'on peut atteindre les mines encore. Mais ces industriels doivent prendre conscience. Ce n'est pas des milliards. Pour jouer au football, là, on a eu des milliards, non? Donc, jouer au football est plus important que sauver notre nation. Si je comprends bien. En tout cas, actuellement, ce qu'on a remarqué, c'est que la présence française également commence à être dénoncée. On l'a vu au Mali avec des manifestations. Récemment, il y a eu le sommet Russie-Afrique avec cette perspective, en tout cas au niveau du G5 Sahel et de nos pays, d'un rapprochement également vers la Russie. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que ça peut être un plus que de se tourner vers un pays comme la Russie? Bon, je ne sais pas, hein. Mais je crois que, bon, tout cela s'approchait de ceci, s'approchait de cela. Non. Et ceux qui disent la France dehors, tout autre là, je vais, voilà, je cite Aimé Césaire, hein, et dans le cadre du débat sur la négritude. Et il a bien dit, le tigre ne prône pas sa tigritude. Il bondit sur sa proie. Fin de citation. C'est pas là en train de dire, oui, le nègre a besoin de prouver ce qu'il est aux autres nations. Donc, c'est pas la peine d'être là, en train de dire, oui, la France a fait ceci, cela. Ce que la France nous apporte aujourd'hui, c'est une force de dissuasion. Nous, était cette force de dissuasion, nous ne sommes pas sûrs que les djihadistes ne seront pas présentement à Ouara. Et cette force de dissuasion est principalement composée de leurs avions et autres. Voilà. Si vous ne voulez pas de la France, donnez-vous les moyens de mettre en place votre force de dissuasion. Et vous serez tranquille. Vous n'aurez même pas besoin de la Russie. Mais je termine par une anecdote. J'ai vu les jeunes la dernière fois à la Bourse du Travail, l'impérialisme américain, tout ce qui s'ensuit. Tout a été condamné. Et à la fin, bon, je suis sorti, j'ai marché. J'ai vu certains d'entre eux qui étaient une buvette à côté. Et c'était une buvette du Coca-Cola. Il y a un qui m'a dit, j'espère que vous êtes venu me supporter. Je dis, oui, vous supportez. J'ai dit, oui, je suis venu vous supporter. Je vais vous payer du Coca-Cola. Mais ils ne se rendaient pas compte d'où vient le Coca-Cola. Le Coca-Cola, c'est une boisson américaine. C'est l'impérialisme américain qu'ils sont en train d'enrichir. Thomas Sankara disait que l'impérialisme était sur nos tables. Dans nos assiettes. Donc, c'est bien le slogan. Mais il faudrait qu'on travaille plus. Ce n'est pas les slogans, ce n'est pas les chansons. Non. Il est temps qu'on puisse bondir. C'est ce qui est important. Voilà. M. Drago, pour finir, on va parler de l'actualité hors de chez nous, notamment en Guinée, avec encore une grande manifestation dans les rues de Conakry pour dire non, en tout cas, à une modification de la Constitution qui ouvrirait la voie à un troisième mandat du professeur Alpha Condé. Quelle lecture vous faites de cette situation en Guinée?
Non, pour moi, c'est purement l'attitude, une attitude de pyromanie. Pour celui qui observe la scène politique guinéenne, je crois que la Guinée n'avait pas besoin de cela encore. Ça, je le dis du fond du cœur. Mais il faut reconnaître qu'il y a un problème aujourd'hui, qu'il faudrait peut-être que ceux qui sont les grands politologues et autres essaient encore de se mettre à table pour bien regarder le fonctionnement des démocraties africaines. Parce que les démocraties africaines balbutient et n'arrivent pas à apporter le bien-être escompté par les populations. Ce qui amène certains à penser parfois qu'il faut peut-être même des dictatures un peu éclairées à l'image du Rwanda et autres. À peut-être certains à croire que je n'ai pas encore terminé mes chantiers comme au Niger. Bref, est-ce qu'il faut remettre en cause il y a un problème eu égard aux défis qui se posent à l'Afrique. Et je le dis, il faut repenser un peu la démocratie. Je ne dis pas, les deux mandats sont venus un peu du copier-coller de l'Occident. C'est bien ça. C'est bien ça. Ça colle à quelle réalité? Les deux mandats ont commencé dans la démocratie américaine quand Delano Roosevelt est décédé lors de la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Ça colle à quelle réalité? Mais c'est voilà, la constitution oui, mais cette constitution colle à quelle réalité? Le peuple rwandais a accepté, bien que c'était dans la constitution, de garder Paul Kagame à la tête de leur pays. Pour autant qu'il faut blâmer le Rwanda. C'est ce que je dis. Mais il ne faut pas le faire contre le peuple. Il ne faut pas. Parce que les gens meurent dans la rue, dans la manifestation. J'ai bien dit que c'est une tragédie connaissant l'histoire. Tout ce qui s'est passé en Guinée et qui se passe. Oui, pendant longtemps, ils n'ont même pas fait des élections municipales et tout. Les clivages politiques sont énormes. Et je dis que c'est le fait que la démocratie n'apporte pas le bien-être social dont les populations s'y attendent. Mais dans le cas précis de la Guinée, aujourd'hui, on est dans le cas précis de la Guinée, je le dis et je le répète, c'est de la pyromanie, le comportement du président actuel, Alpha Condé. Parce que le contexte politique guinéen, surchauffé comme il l'est, clanisé comme il l'est, parce que j'ai chuchoté 2 fois en Guinée, tribalisé comme il est, ethnicisé comme il l'est, c'est de la pure pyromanie. Mais j'ouvre une parenthèse pour dire qu'il faudrait que les démocraties, les grands politologues réfléchissent et que la démocratie, avant tout en Afrique, puisse apporter le bien-être dont doivent s'attendre les populations. C'est extrêmement important. Pour vous, il doit renoncer? Il doit renoncer. Non, c'est pas la peine. La situation en Guinée doit renoncer. Non. Mais ça a été toujours émaillé de mort. Est-ce qu'il y a eu un temps, depuis qu'il est au pouvoir? Il y a toujours eu des manifestations, il y a toujours eu des morts. Oui ou non? Je dis bien clanisé, ethnicisé, tribalisé. Et que c'est encore? Pour moi, vraiment, non. C'est de la pure pyromanie. Monsieur Drago, merci d'être passé sur le plateau de l'émission Sur la Brèche. Merci encore pour votre disponibilité. Voilà, mesdames et messieurs, un rappel, l'invité ce soir était donc M. Guy Olivier Ouedraogo, secrétaire général de la Confédération syndicale burkinabé. Merci de nous avoir suivis à dimanche prochain pour un autre numéro de votre émission Sur la Brèche.